une actualité qui est également alarmante. En particulier, cela tient au fait que le terrorisme, si j'ose dire, il alimente une sorte de démagogie populiste. Mais également ce terrorisme, on le sait, il est préoccupant du fait du défi sécuritaire qu'il pose et également de la vigilance qu'il impose en termes de protection des droits de l'homme. On ne sera donc pas surpris qu'effectivement le CRDFED, c'est-à-dire le Centre de recherche des droits fondamentaux et sur les évolutions du droit de l'université de Caen, par exemple, aussi récemment qu'à l'automne 2015, organisé un colloque sur la question du terrorisme. Ce colloque, comme on peut s'en douter, en réalité regroupait plutôt des universitaires. Mais ce n'est pas une question qui est simplement posée aux universitaires. Il y a matière à débattre pour les universitaires, mais le terrorisme est une affaire de décision politique. D'où l'importance pour nous, aujourd'hui, d'en entendre parler par précisément le représentant d'un État. Or ces États, les organisations internationales dans lesquelles on retrouve ces États, ils prennent précisément ces décisions stratégiques, pratiques, qui servent en particulier à contrer le terrorisme. Le représentant de l'État aujourd'hui, c'est monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Niger, monsieur Ibrahim Yakuba, qui nous fait l'honneur de venir jusque nous pour nous parler de la perspective nigérienne sur le terrorisme. Très exactement, sa conférence est intitulée « Le Niger face au terrorisme international, enjeux et réponses des acteurs ». Outre la présence de monsieur le ministre, nous devons également nous honorer de la présence de l'ambassadeur qui a fait, comme vous le constatez, le voyage avec lui jusqu'à nous. Sans plus tarder donc, je vais céder la parole à monsieur le ministre. Après avoir quand même mentionné le nom de monsieur l'ambassadeur, il s'agit de monsieur Eladji Abou. La parole, en tout cas pour l'heure, est à monsieur Ibrahim Yakuba. Après quoi, le débat sera proprement animé par monsieur Kounché, qui est à l'extrême droite de cette tribune, avec l'aide de M. Yacoub. À vous donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord nous excuser pour le retard qu'on a pris pour débuter cet échange avec vous. Et puis, deuxièmement, dire que nous sommes honorés d'être là aujourd'hui dans l'enceinte de cette université pour que nous échangions. C'est une question essentielle, c'est une question majeure pour les populations du monde entier, particulièrement celles qui sont en prise directe avec le terrorisme. Et en l'occurrence, le Niger est en prise directe avec le terrorisme du fait de sa configuration, du fait des événements qui sont survenus en Libye, au Mali et au Nigeria. Mais d'abord, je voudrais juste assez rapidement présenter ce que je pense qu'il est utile de savoir pour le Niger, et peut-être même que c'est cela qui peut expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Premièrement, s'agissant du contexte, le Niger, c'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest, qui est totalement enclavé et qui partage ses frontières avec des pays comme le Nigeria, la Libye, le Burkina, l'Algérie, pour ne citer que des pays sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure lorsque nous parlerons des zones de préoccupation ou des zones par rapport auxquelles il y a des préoccupations sur des questions de sécurité.
C'est le premier aspect. Deuxième aspect, et qui est commun à tous les pays de la zone, c'est la fragilité, une double fragilité. De mon point de vue, c'est une fragilité politique. Tous ces pays de cette zone-là, la plupart ont connu ou des coups d'État, ou des instabilités, ou des mouvements de conférence nationale. En tout cas, il n'y a pas un processus politique continu assez positif dans la plupart de ces pays. Il y a ensuite une fragilité militaire, parce que vous savez que les armées de nos États, après la colonisation, elles ne sont pas ou elles n'ont pas été configurées pour faire face aux défis actuels que nous avons. C'est vraiment généralement des armées au format réduit, essentiellement cantonnées dans les capitales de nos États, et qui n'ont pas beaucoup évolué et qui n'ont jamais eu à affronter les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et que nous allons évoquer plus tard. Donc, ces pays-là, ils réunissent en commun cette double fragilité politique et militaire. Ensuite, par rapport au Niger, il faut savoir que nous considérons que le Niger est dans une situation particulière qui explique peut-être pourquoi nous avons aujourd'hui des soucis sécuritaires très importants. C'est que le Niger est enfoncé dans un triangle de menaces. Et le premier sommet de ce triangle de menaces, c'est la Libye. Vous savez qu'à partir de la chute de Kadhafi, de l'intervention de l'OTAN, il n'y a quasiment plus d'État en Libye. Il n'y a aucune autorité centrale qui contrôle sur l'ensemble du territoire. Il y a une multitude de milices, de groupes armés qui sévissent. On considère qu'il y a entre 100 et 120 milices qui enrôlent à peu près 125 000 combattants. Donc la situation du Nord Libye, c'est le premier sujet de préoccupation. C'est vraiment le catalyseur de la prospérité du terrorisme dans notre zone. Ce qui est arrivé en Libye pendant plus de 30 ans, Kadhafi a constitué un magasin d'armes assez impressionnant. Il avait besoin de cela pour que la Libye soit une puissance militaire africaine ou régionale, pour que cela soutienne ses ambitions politiques, pour que cela aussi soutienne ses ambitions et ses visées expansionnistes, parce que quand même, la Libye de Kadhafi a été aussi la Libye qui a attaqué le Tchad dans une guerre très longue. C'est aussi la Libye qui a financé beaucoup de mouvements rebelles dans la sous-région, dans le Sahel. Donc, cette volonté pour Kadhafi d'avoir une armée puissante avec beaucoup d'armes, qu'il lui était facile d'acquérir à l'époque avec les ressources qu'il avait, a fait de la Libye, comme je l'ai dit, un magasin d'armes. Après la chute de Kadhafi et l'intervention de l'OTAN, ces armes-là ont circulé assez aisément dans la sous-région. Et ce sont ces armes-là qui ont essentiellement permis aux djihadistes au Mali de faire les attaques qu'ils ont menées et de faire le combat qu'ils ont mené jusqu'à la perspective qui était un moment envisagé qu'ils pouvaient même prendre Bamako et conquérir le Mali, n'eût été l'intervention des Salvador. Donc notre premier sujet de préoccupation, notre première zone de préoccupation qui est, comme je l'ai dit, le catalyseur de la prospérité des mouvements terroristes sociaux, c'est la Libye. Or, la situation en Libye, elle ne s'est pas arrangée, au contraire, elle s'est dégradée. Au moment où je vous parle, il n'y a toujours pas d'État en Libye. Il n'y a donc pas d'autorité qui puisse avoir un contrôle sur l'ensemble du territoire. Il y a une floraison de groupes terroristes et de milices armées qui exercent, comme elles l'entendent, au sein de la Libye. Et nous, en tant que Niger, notre préoccupation, c'est que les combattants qui ont été vaincus dans les combats à l'intérieur du territoire libyen, ils peuvent, et je pense qu'ils le font, se déplacer aisément et venir au sud de la Libye, qui est notre frontière, et à partir du sud, ils peuvent ou eux-mêmes s'infiltrer, ou partager, ou accompagner le trafic d'armes, le trafic de toutes sortes qui permettent d'alimenter les mouvements rebelles ou alimenter l'insécurité de notre zone. Donc, premier sujet de préoccupation. Le deuxième, c'est le Mali. Et je l'ai dit juste après la Libye, parce que nous considérons que c'est à partir de la situation libyenne que le Mali ou le Nord Mali a été attaqué et que nous avons eu cette situation qui est encore actuellement une source de préoccupation pour nous, puisque vous savez que sans l'intervention française, je pense qu'il était absolument acquis que la situation du Mali aurait été différente aujourd'hui. L'État du Mali s'est effondré, l'armée malienne s'est effondrée. Le nord du Mali a été conquis par les djihadistes qui ont imposé leurs propres lois religieuses, qui ont administré ces territoires et qui étaient vraiment dans la perspective de prendre le pouvoir
militairement, et l'intervention souhaitée et soutenue par la plupart des pays de la sous-région de la France a permis de stopper cette avancée-là et de permettre de chasser les terroristes de la plupart des villes qu'ils occupaient. Malheureusement, l'intervention française et même le dispositif international qui a été mis en place à travers la MINUSMA n'a pas permis aujourd'hui d'avoir une situation du Nord Mali qui est stabilisée. Encore aujourd'hui, les groupes terroristes, ils prospèrent. Ils sont même encouragés par les fragmentations ethniques et sous-ethniques qui font qu'au Nord Mali, vous avez chaque jour de nouveaux groupes. Et vous avez malheureusement des groupes qui sont identifiés à des groupes ou à sous-groupes ethniques. Ensuite, j'avais dit que la situation au Nord Mali s'est dégradée. Elle s'est dégradée à l'intérieur du Mali, mais elle s'est dégradée aussi avec des conséquences sur les pays voisins. Vous savez que beaucoup d'attaques sur le Niger viennent du Nord Mali. Vous savez que beaucoup d'attaques sur le Burkina Faso viennent du Nord Mali. Et même les attaques, ou l'attaque qui a eu lieu à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, elle est partie du Nord Mali. Donc le Nord Mali est un problème pour le Mali lui-même, mais c'est un problème pour l'ensemble de la sous-région sahélienne. Je reviendrai plus tard sur ce que nous pensons être la réponse adéquate par rapport à la situation du Nord Mali. Le troisième sommet du triangle et la troisième zone de préoccupation par rapport à la question sécuritaire pour le Niger, c'est le bassin du lac Tchad. Vous savez qu'au Nigeria, depuis à peu près 2009, Boko Haram est devenu un mouvement violent, armé violent. D'ailleurs, on considère que c'est probablement l'un des mouvements les plus violents par le nombre de morts qu'il y a eu en si peu d'années, par la férocité et la barbarie qui caractérisent les actes qu'il mène. Et ce mouvement-là, il a beaucoup progressé au Nigeria pendant un moment parce qu'il avait des conquêtes assez faciles sur les postes militaires du Nigeria et ça lui permettait de s'armer par rapport à ces conquêtes-là. Il avait imposé la plupart des zones qu'il contrôlait. Il y avait une sorte d'impôt qui finançait ces mouvements. Mais ces mouvements aussi, il s'est étendu aux pays frontaliers et notamment au Niger, puisque nous avons été attaqués le 6 février 2015. Et c'est cela qu'on considère, nous, comme vraiment la première percée importante de Boko Haram sur le territoire nigérien, de la même manière que Boko Haram a attaqué le Cameroun, le Tchad, et par sa propre volonté, par l'ampleur que le mouvement Boko Haram a prise à l'intérieur du Nigeria, il était devenu, pour ce mouvement nécessaire, de s'étendre, d'étendre l'espace qu'il occupait, et c'est comme cela qu'ils ont attaqué le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et nous verrons plus tard ce que cela a engendré comme réponse des acteurs qui sont les États concernés. Donc, pour nous, la Libye, le Nord Mali, le bassin du lac Tchad constituent vraiment les zones qui ont permis la prospérité des mouvements terroristes dans le Sahel. Mais un autre élément qui est imbriqué au terrorisme et qui permet d'ailleurs de voir comment les mouvements terroristes continuent à prospérer assez aisément, c'est le trafic de drogue. C'est la drogue qui finance une grande partie des mouvements terroristes armés et c'est par la drogue aussi qu'ils contrôlent les territoires. Et c'est souvent ça qui alimente les combats ou les combats entre les différents groupes. C'est que si vous considérez que le terrorisme est à part dans la zone sahélienne et le trafic de drogue est de l'autre côté, vous vous trompez lourdement. C'est vraiment deux phénomènes qui s'alimentent mutuellement et qui permettent à des groupes terroristes d'avoir la vie dure. On est souvent étonné de voir que des petits groupuscules répartis dans certains États puissent continuer à exister, à défier des armées qui sont en place. Bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes du fait qu'il y a des actes asymétriques. Ça peut expliquer que quelques individus puissent résister à des armées, mais la vérité, la ressource, ou en tout cas le secret de la longévité de ces groupes, c'est la facilité avec laquelle ils vendent la drogue et ils en tirent les bénéfices. Voilà donc ce que j'estime être le contexte sécuritaire. Pour le Niger lui-même, on a nos propres défis. Il y a les défis du développement. Parce qu'une des contraintes que nous devons résoudre, c'est de faire en sorte que l'État existe. Pour que l'État existe, il faut que nous ayons la capacité militaire de résister et de ne pas permettre à ce que des groupes terroristes ou des trafiquants de drogue occupent le territoire. Mais en même temps, il faut que l'État soit en mesure, tout en finançant la sécurité avec le peu de ressources que nous avons, que nous soyons capables de faire en sorte que les accès aux services sociaux minimums qui sont reconnus aux hommes partout dans le monde soient assurés. Donc nous avons
et la contrainte de créer les conditions qu'en même temps nous soutenions nos forces de défense et de sécurité, que nous soyons capables aussi de financer le développement. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi est-ce que la question de la sécurité et du terrorisme est une préoccupation pour nous? Parce qu'à l'épreuve de l'histoire et à l'épreuve de ce qui est arrivé en Libye et au Mali, du point de vue du Niger, nous considérons que le premier enjeu, c'est faire en sorte que l'État ne s'effondre pas. Il faut que les États africains, confrontés au terrorisme, et c'est le cas du Niger, il faut que nous créions les conditions pour qu'à tout jamais et à tout moment, il puisse exister un État comme institution centrale capable de protéger les citoyens et de faire en sorte que le pays lui-même existe. Ce qui est arrivé au Nord Mali, c'est l'effondrement d'un État. Nous ne voudrions pas que ça arrive au Niger et pour cela, pour nous, le premier enjeu, c'est faire en sorte que nous ayons des capacités militaires de résistance qui permettent à l'État Niger de continuer à exister. Deuxième enjeu, c'est faire en sorte que le Niger, que nous considérons comme un verrou pour la paix et la sécurité dans la région et conséquemment dans le monde, que ces verrous soient renforcés. Et c'est pour cela qu'en dehors de nos capacités, des efforts que nous-mêmes nous menons pour faire en sorte que nos armées, qui n'étaient pas préparées à de tels conflits, puissent se renforcer. Nous faisons beaucoup d'efforts au Niger pour que l'armée soit mieux occupée, pour qu'il y ait plus d'hommes dans notre armée, pour que l'armée soit aussi présente que possible sur l'ensemble du territoire. Donc nous considérons qu'il faut aussi développer et soutenir un partenariat international. Il n'est pas possible, de mon point de vue, que des États, eux tout seuls, en tout cas en Afrique, au moment où je vous parle, puissent affronter le défi du terrorisme. D'abord parce que le terrorisme n'a pas de frontières. C'est les mêmes qui vont au Nigeria, c'est les mêmes qui sont allés soutenir Moujao au Mali, c'est les mêmes qui traversent la Libye ou qui viennent d'autres pays. Les terroristes, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont aucune règle, ils ne s'encombrent pas des normalités ou de conventions internationales. Donc nous avons affaire à un adversaire ou à un ennemi qui, lui, n'a pas de règles, n'a pas de frontières. Lorsque vous voulez vous installer dans cette normalité classique de frontières, vous allez être fait face à l'ennemi. C'est pour cela que nous soutenons beaucoup le partenariat qui est mis en place et c'est pour cela que nous soutenons ce que la France est en train de faire à travers l'opération Barkhane, puisque vous savez, à partir de 2014, l'opération Épervier au Tchad, plus Serval au Mali, ont été fondus pour avoir un nouveau dispositif qui concerne le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad, et qui permet à la France d'avoir des hommes, du matériel, des moyens de renseignement, en partenariat avec nos armées, pour que nous puissions avoir des capacités supplémentaires de renseignement. Nous avons le même partenariat avec les États-Unis, bien sûr, les hommes présents à moi, mais sur le renseignement, sur la formation, nous avons un partenariat très fort avec les États-Unis. Nous avons également le même partenariat de formation avec l'Union européenne. Donc j'ai dit, le deuxième enjeu, c'est faire en sorte que les États du Sahel ne s'effondrent pas, et pour cela, il faut développer un partenariat international tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Troisième enjeu, c'est anticiper sur ce qui peut être les causes ou les opportunités qui permettent aux groupes armés de se développer. Vu souvent de l'Occident, on a l'impression que les groupes comme Boko Haram ou en Sardine prospèrent sur la base de l'adhésion à la religion ou au discours extrémiste violent. C'est peut-être vrai, mais dans une mesure totalement marginale. La vérité, c'est que les groupes armés, en tout cas, quand nous on regarde comment ils prospèrent d'abord lorsqu'ils ont des victoires faciles sur les forces armées. Boko Haram s'est développé à partir du moment où c'était devenu possible à Boko Haram d'attaquer des postes militaires, d'avoir des victoires et d'avoir des ressources qu'ils avaient par l'impôt qu'ils ont mis en place. Ils ont attiré beaucoup de jeunes. La plupart des jeunes qui partaient dans Boko Haram, ils partaient d'abord parce qu'il y avait des revenus, parce que vous avez $300, vous avez une moto et vous avez peut-être une femme qui vous attend dans le front. Donc, c'est cela. Chaque fois que les groupes terroristes ont des facilités à avoir des victoires sur les forces des pays, il y a une sorte d'appel d'air qui fait que les jeunes y vont et ils rejoignent les groupes armés. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est nécessaire de considérer comme un enjeu l'anticipation sur les menaces, faire en sorte que la fragilité et la précarité de nos populations qui sont extrêmement jeunes ne soient pas utilisées par les mouvements terroristes. Le Niger, c'est probablement une des populations les plus jeunes du monde. J'ai regardé l'âge moyen, c'est 15 ans.
Quels engagements? En France, il est de 40 ans. Pour vous dire combien la structure de la population au Niger est jeune et combien cette jeunesse-là peut être une opportunité pour les groupes terroristes. L'autre enjeu, c'est continuer à renforcer nos armées. Nos armées n'ont pas été conçues, en tout cas, elles n'ont pas été conçues à l'époque de la colonisation ou même après les indépendances comme des armées pouvant affronter un jour des groupes terroristes, des individus qui viennent sur une moto avec une Kalachnikov, faire des coups de main et repartir. Nos armées, comme c'est arrivé en Europe, elles ont été conçues dans la logique que le Niger serait en conflit et qu'il défendrait sa frontière face à un État dont les positions sont connues, dont les fonctionnements et les comportements des armées sont connus. Or, aujourd'hui, nos armées doivent affronter des individus, souvent quelques personnes avec quelques fusils, mais qui font énormément de dégâts parce qu'ils ont une facilité de mobilité qui est extraordinaire.